le premier exposé donc, du groupe bibliographique. C'est le docteur en sciences pharmaceutiques Barbara Bozier qui va nous parler de l'influence du traitement sur le système locomoteur. Je vous en prie. Bonjour à tous. Je suis ici sur le côté et avant tout, je tiens à m'excuser donc de ne pas pouvoir être devant vous pour donner cette présentation. Et je confirme bien entendu que je n'ai pas de conflit d'intérêt aujourd'hui. Alors brièvement, lorsqu'on veut faire une recherche rapide, au moyen de votre meilleur ami, comme on dit, ou pas, pour ne pas le citer, au sujet des traitements hormonaux de la ménopause et de l'ostéoporose, voilà le genre d'informations qu'on peut trouver. Il s'agirait de l'option thérapeutique la plus appropriée. Son rôle est essentiel. Il corrige la perte osseuse, mais aussi il doit être prescrit en l'absence de contre-indication. Alors tout ça semble plutôt favorable, mais quelles sont les preuves dont nous disposons réellement à partir de la littérature scientifique et à partir des guidelines? C'est ce que nous allons tenter de voir dans cette présentation. Et avant tout, pour resituer un petit peu le contexte, je voudrais juste rappeler que, pour le moment, aucune indication pour les traitements hormonaux de la ménopause n'ont pour seul objectif une prévention de la perte osseuse ou des fractures de fragilité. Les indications pour tous les traitements disponibles sur le marché sont le traitement des symptômes liés à une déficience en œstrogène. Et pour certains traitements, effectivement, on retrouve bel et bien l'ostéoporose dans les RCP, mais chez les femmes avec un facteur de risque, avec un risque élevé, et qui ont des contre-indications ou des intolérances aux autres traitements de l'ostéoporose. Alors, en ce qui concerne notre recherche dans la littérature, sur base de notre méthodologie, nous avons sélectionné cette méta-analyse qui a étudié les œstrogènes et les œstrogènes plus les progestagènes dans une population générale de femmes en péri- et post-ménopause avec et sans symptômes. Alors, comme la plupart du temps, cette méta-analyse a exclu les études dans lesquelles on avait des contre-indications ou des facteurs de risque. Elle a comparé les traitements au placebo. Et il s'agit en fait d'une grosse méta-analyse dont nous reparlerons à plusieurs reprises au cours de la journée, qui a étudié l'ensemble des conditions chroniques. Mais pour cette présentation, moi, je vous présenterai la partie sur les fractures. Alors, 5 RCT ont été regroupés dans cette méta-analyse, dont une largement prédominante, la Women's Health Initiative, puisque à elle seule, elle inclut pratiquement 30 000 femmes. Alors, elle a été largement débattue et discutée dans la littérature à ce jour pour plusieurs points. Nous y reviendrons aussi à plusieurs reprises, mais brièvement, un seul type de composé a été utilisé. Il s'agit des œstrogènes équins conjugués ou des œstrogènes équins conjugués plus l'acétate de méthroxyprogestérone. L'âge des femmes ne correspond pas non plus spécialement à l'âge de la ménopause, puisque seulement 30% des femmes avaient moins de 60 ans dans cette étude. Et il s'est avéré également que les femmes qui avaient des symptômes avaient en fait été découragées de participer à l'étude, et a priori, à peu près 12% des femmes auraient eu des symptômes dans cette étude. Alors par contre, ce qu'on voit dans cette étude, en ce qui concerne les œstrogènes seulement, c'est la seule étude, enfin, une des principales études en tout cas, qui a rapporté à ce sujet et qui a montré qu'il y avait une différence statistiquement significative, une baisse statistiquement significative sur le nombre de fractures totales pendant la durée de l'intervention. Les résultats ont été comparables pour les fractures de la hanche et les fractures vertébrales. Et dans cette méta-analyse, on a également retrouvé une autre petite RCT qui n'a pas pu être poolée avec celle-ci, qui va dans le même sens pendant la durée du traitement, donc qui est plus courte cette fois-ci, mais pour laquelle les résultats n'étaient pas significatifs. Alors, à l'arrêt du traitement, de nouveau, la WHI montre que pour les œstrogènes, lorsqu'ils sont utilisés seuls, continuent d'avoir un effet statistiquement significatif après 4,3 ans pour les fractures totales. Par contre, ceci n'est pas retrouvé sur les fractures de la hanche pour des durées similaires. Alors, en ce qui concerne le traitement plus conventionnel, si on peut dire, pour les œstrogènes plus les progestatifs, cette fois, on a pu pooler les 5 études retrouvées dans la littérature et, de nouveau, on obtient une baisse statistiquement significative sur le nombre de fractures totales.
Par contre, à l'arrêt de l'intervention, il n'y avait plus de différence significative, ni après 2,4 ans, ni après 4,2 ans. Alors dans l'ensemble, les résultats étaient comparables sur les fractures de la hanche et les fractures vertébrales, à une exception de nouveau, donc dans l'étude WHI, pour les fractures de la hanche, et lorsqu'ils effectuent un suivi cumulé, c'est-à-dire sur l'ensemble de la période d'intervention plus la période post-intervention, ils obtiennent encore une différence significative après 13 ans, mais celle-ci disparaît après 19-20 ans. Alors en ce qui concerne les informations trouvées dans les guidelines, donc je rappelle ici que nous avons uniquement cherché des guidelines dont le sujet principal était la ménopause, donc aucune guideline spécifique à l'ostéoporose n'a été recherchée. Et parmi les guidelines sélectionnées, la NHG n'a pas fait de recommandation sur le sujet de l'ostéoporose. Et la guideline américaine, la toute dernière dans le fond, en fait se base sur la méta-analyse dont je viens de parler et formule une recommandation générale sur l'ensemble des conditions chroniques et ne fait pas de recommandation spécifique pour chacune des conditions. Donc j'en parlerai pas pour la suite de cette présentation. Par contre, les 3 autres guidelines s'accordent et confirment qu'il y a bel et bien une diminution du risque d'ostéoporose et de fractures associées avec les traitements hormonaux de la ménopause. Cet effet est indépendant de la durée d'utilisation, indépendant de l'âge auquel on commence le traitement, maintenu durant toute la durée du traitement, mais réversible à l'arrêt de celui-ci. La guideline française, elle, va quand même un petit peu plus loin, puisque elle recommande de proposer en première ligne de traitement un traitement hormonal afin de prévenir l'ostéoporose chez les femmes avec un risque élevé de fracture. Alors ils ont défini ce risque comme étant un T-score inférieur à -2, et bien entendu, cela va également dépendre des autres facteurs de risque. Par contre, ils n'ont pas pu déterminer de dosage standard pour cette indication. Alors en conséquence de ceci, ils recommandent également d'effectuer un suivi osseux, en plus d'un suivi sur les symptômes climatériques, afin d'évaluer l'efficacité de la thérapie hormonale. Et ils ont formulé plusieurs recommandations sur la manière d'effectuer ce suivi. Je n'entrerai pas dans les détails pour cette présentation. En ce qui concerne la durée de traitement, les Français n'ont pas pu déterminer de durée idéale, mais ils estiment que ça dépend principalement du risque de cancer de sein, ainsi que de la disponibilité des autres traitements de l'ostéoporose. Et par contre, la guideline allemande a quand même estimé qu'il fallait au minimum une durée de 3 à 4 ans dans cette indication, et que c'était principalement dépendant du risque de fracture. Alors en ce qui concerne les résultats trouvés pour les autres effets sur le système locomoteur, nous avons simplement trouvé une information dans le NICE qui demande d'informer les femmes qu'il existe des preuves limitées que les traitements hormonaux pourraient améliorer la force et la masse musculaire. Alors en conclusion, qu'avons-nous comme élément de réponse à la question posée au jury? Quels sont les effets des traitements hormonaux de la ménopause sur le système locomoteur chez les femmes avec et sans symptômes, avec et sans facteur de risque? Donc les résultats trouvés dans la littérature concernent presque exclusivement l'ostéoporose. En ce qui concerne la présence de symptômes ou non, malheureusement, on ne peut pas faire la distinction puisque toutes les études ont été poolées. Mais dans les études trouvées, et principalement la WHI, il s'agissait de femmes en postménopause et sans symptômes. En ce qui concerne les facteurs de risque, ils ont été exclus également des recherches, mais cela signifie également que les femmes n'ont pas été sélectionnées sur base de leur facteur de risque fractuaire non plus. Donc, pour ce point, on est quand même sur une population plus ou moins générale. Et donc, d'après ces études, on a quand même un bénéfice en ce qui concerne la diminution du risque de fracture. Par contre, pas mal de limites aux études incluses. En ce qui concerne la population, l'âge, les symptômes, nous en avons parlé, mais également les origines ethniques. Donc la majeure partie des femmes étaient blanches, avec une BMI vraisemblablement au-dessus de 25 pour la plupart, et pas mal d'autres facteurs limitants. Et aussi en ce qui concerne les interventions, puisque celles-ci ne correspondent pas nécessairement aux traitements standards utilisés en Europe ou en Belgique en tout cas, de par les molécules utilisées, les doses, une seule voie d'administration orale a été étudiée, le régime d'administration aussi, puisque les progestagènes ont été administrés de façon continue dans cette étude.
Et donc tous ces points soulèvent quand même la question de l'applicabilité en pratique. Alors que nous répondent les guidelines à ce sujet? Ils confirment le bénéfice au niveau osseux. Par contre, seule la guideline française en a fait une recommandation formelle. Et bien entendu, à côté de ces bénéfices, en pratique, il est également important de tenir compte des risques. Je n'en ai pas parlé dans cette présentation, mais ça fera l'objet des présentations à venir. Merci pour votre attention. Merci. On donne la parole ici à Aurélie Joris, expert pour la ménopause. Elle est gynécologue, elle travaille au CHU Saint-Pierre, dépendant de l'ULB. Donc bonjour, moi je vais donc recommander ce qui a déjà été dit, donc vous reparler donc de l'influence du traitement hormonal sur le système locomoteur. Je vais revenir sur certaines publications. Je remercie Serge de m'avoir aidé à préparer ce sujet. Alors je déclare ne pas avoir de conflit d'intérêts. Donc les questions qui étaient posées, c'est comment le traitement hormonal affecte-t-il l'appareil locomoteur, avec une revue de la littérature et commenter ce qui a déjà été ce qui est dit et voir notre avis là-dessus, les différents schémas et voies d'administration et son impact sur l'ostéoporose, la sarcopénie et les arthralgies. Donc, comme vous le savez, donc l'ostéoporose, c'est surtout une transformation, donc une augmentation du remodelage osseux entre les ostéoblastes et les ostéoclastes, avec au niveau les travécules plus larges et plus fragilisées. C'est une maladie qui affecte l'intégrité et la solidité des os, qui se traduit par une faible masse osseuse, une perturbation de la microarchitecture, une fragilité du squelette et une diminution de la solidité des os qui entraîne un risque accru de fractures chez les patientes. Et on sait que les œstrogènes, depuis longtemps endogènes, jouent un rôle majeur dans la perte osseuse. Alors il faut savoir que c'est un problème de santé majeur qui est encore sous-diagnostiqué et les patientes sont encore relativement mal prises en charge. Une femme blanche de 50 ans présente environ un risque de fracture de la hanche de 15 à 20% et un risque de fracture ostéoporotique de 50%. Alors on sait, comme il a été dit par Mme Bozier avant, mais la dose standard de traitement hormonal augmente la densité osseuse en inhibant la résorption osseuse et en réduisant le processus de remodelage osseux. La réponse de la densité osseuse est dépendante de la dose d'œstrogène, mais l'effet est indépendant de la durée d'utilisation. Donc, comme on l'a dit, déjà après 1 an, les effets sont mesurables, mais également de l'âge au début du traitement. L'effet se maintient tout au long du traitement. La question qui se posait aussi, mais est-ce que l'effet, et je vous le montrerai par des études, est-ce que cet effet bénéfique persiste après l'arrêt du traitement? En tout cas, le traitement hormonal substitutif, il diminue le risque de fracture à tous les sites osseux, y compris chez les femmes qui sont à faible risque de fracture ou en prévention primaire, il prévient la perte osseuse pour des groupes qui, à cet âge-là, ne sont pas encore à risque de fracture, mais prévient les fractures quand elles sont à un âge plus avancé. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais donc la fameuse WHI a montré que le fait par rapport à un placebo, l'utilisation d'œstroprogestatifs était protecteur pour le risque de fracture et surtout les fractures de hanche avec un risque relatif de 0,7, donc 5 fractures en moins pour 10 000 patientes traitées. Dans les deux groupes, donc œstrogène seul ou œstrogène plus progestatif, on voit qu'il y avait une diminution de tous les sites de fracture, donc ici dans le groupe œstrogène seul et dans le groupe œstroprogestatif. Maintenant, effectivement, avec ça, une augmentation du risque cardiovasculaire, du risque thromboembolique et du risque de cancer du sein, surtout pour le groupe œstroprogestatif. Alors, il faut savoir que dans la WHI, donc c'était des patientes américaines, il faut savoir que là, ils utilisent encore les conjugués équins et c'était associé à l'acétate de médroxyprogestérone. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises pour diminuer ce risque? C'est d'utiliser du 17-bêta-estradiol plutôt que les conjugués équins, de diminuer la dose d'œstrogène et d'utiliser des progestatifs avec un profil différent.
On sait que le fait d'utiliser des dosages plus faibles, c'est suffisant chez la plupart des patientes pour soulager les symptômes de la ménopause. Donc, on voit ici de plus petites doses d'œstrogène ont un impact sur la fréquence des symptômes vasomoteurs, mais également à moindre mesure sur la sévérité de ces symptômes. Donc ça, c'est au niveau du risque vasomoteur. L'avantage de diminuer les dosages, donc, c'est de diminuer le risque de thromboembolie veineuse associée, de réduire le risque d'AVC, moins d'effets secondaires, comme on a parlé, une hyperœstrogénie peut engendrer des mastodénies et des saignements, et également une diminution du risque de cancer du sein. La question est, ok, ça fonctionne au niveau de la protection au niveau des bouffées de chaleur, mais est-ce que c'est suffisant pour la protection osseuse? Il y a de nombreuses études qui ont été réalisées, mais souvent uniquement sur la densité osseuse et sur les marqueurs biologiques de remodelage osseux, mais il y a peu d'études randomisées, contrôlées, pas d'études qui ont évalué le risque fracturaire de ces petites doses de 17-bêta-œstradiol. Ici, c'est une étude qui avait été publiée il y a longtemps, mais qui montre qu'il y a une augmentation de la densité métriosseuse au bout de 3 années de traitement. Et on voit que la différence entre 1 mg ou 0,5 mg associé au NETA avait déjà, donc le fait d'utiliser une plus petite dose, donc en gros c'était 0,5, il y avait déjà une bonne efficacité au niveau de la densitométrie. Une autre étude a montré que déjà de toutes petites doses, donc là c'était des doses d'œstradiol transdermiques à faible dosage, avaient déjà un impact sur la densité minérale osseuse, que ce soit au niveau lombaire ou au niveau de la hanche. Avec une augmentation significative par rapport à un groupe placebo. Ce qui a également été démontré, dont on a déjà parlé, il faut bien sûr pas oublier qu'on peut l'associer au calcium et la vitamine D, et qu'en fait le calcium et la vitamine D va potentialiser l'effet du traitement hormonal. Et ça, c'est une étude donc, qui a montré que ça, c'était des patientes qui étaient uniquement traitées avec hormonothérapie et calcium, vitamine D, par rapport aux patientes qui avaient uniquement le traitement hormonal sans ajout de calcium, vitamine D. Alors, maintenant, quels sont les bénéfices sur le long terme? Il y a certaines études observationnelles qui avaient montré que il y avait un effet rebound et qu'à l'arrêt du traitement hormonal, il pouvait y avoir une rediminution de la densitométrie osseuse par rapport à des patientes qui n'avaient pas été traitées. Ça, c'est une étude qui a été publiée il y a assez longtemps, mais qui montrait l'effet probablement protecteur sur le long terme, même chez les patientes qui avaient arrêté le traitement hormonal et qui voyaient qu'il y avait encore une efficacité après l'arrêt du traitement sur la densitométrie osseuse, que ce soit au niveau de la hanche ou au niveau lombaire. Ici, ça c'est une étude qui a évalué le risque de fracture. Donc là, on évalue plus le risque la densitométrie osseuse, mais le risque de fracture, qui est de nouveau une analyse de la WHI. On voit que dans le groupe, donc c'était des patientes qui avaient été traitées soit par placebo, soit par œstrogène seul, qui avaient arrêté le traitement, et on réévalue 5 ans après. Et dans ce groupe-là, on voit que le risque fracturaire est moindre dans le groupe qui avait été traité au préalable avec les œstrogènes, ce qui suggère quand même un effet persistant des œstrogènes au niveau de la protection du risque de fracture. Et dans le groupe qui avait été traité par œstroprogestatif dans le passé et qui avait arrêté, les taux étaient comparables à celles qui n'avaient pas eu de traitement hormonal, qui avaient eu un placebo les années avant. Mais donc, en tout cas, ce risque de fracture n'est pas plus élevé chez les patientes qui ont arrêté le traitement hormonal. Donc, elle n'augmente pas le risque de fracture par la suite. Alors,
là, on parle, donc bien sûr, on parle beaucoup du traitement oral, mais au niveau topique, il faut savoir que l'efficacité est tout à fait comparable, que ce soit par voie orale ou par voie transdermique au niveau de la densité osseuse. Quelques mots sur l'atibolone. Donc, l'atibolone, c'est un progestatif de synthèse qui est dérivé des 19 norstéroïdes et qui possède des propriétés progestatives, œstrogéniques et androgéniques. Et là, c'est les études, donc la LIF Study, qui montrent qu'il y a un effet de l'atibolone sur la densité osseuse au niveau lombaire, au niveau fémoral, et qu'il y a une diminution du risque de fracture non vertébrale, avec un risque relatif de 0,75. Il était associé aussi, dans l'étude LIFT, on a montré qu'il y avait une diminution du risque de cancer du sein. Par contre, a montré une augmentation du risque d'AVC. Quelques mots sur les SERM pour pouvoir après vous présenter le TISEC. Donc les SERM, c'est les Selective Estrogen Receptors Modulators, qui ont des effets œstrogéniques et anti-œstrogéniques. Le plus connu que vous connaissez, donc, c'est le tamoxifène, qui est utilisé en hormothérapie après un cancer du sein, le raloxifène et le basidoxifène, qui sont des inhibiteurs de la résorption osseuse. Et ont un impact, là, on voit donc sur un effet au niveau de la densitométrie osseuse, au niveau lombaire, au niveau fémoral, et au niveau de la hanche et également sur l'ensemble du corps. Les indications du raloxifène, donc les femmes ménopausées qui souffrent d'ostéoporose sans symptômes vasomoteurs, parce qu'il peut y avoir un peu plus de symptômes avec ce traitement. Le risque a été montré sur les fractures vertébrales, mais pas sur les études n'ont pas montré d'effet protecteur des fractures de la hanche, donc surtout pour les patientes à risque de fracture vertébrale et qui n'ont pas de facteur de risque thromboembolique. L'avantage supplémentaire, c'est qu'il y a probablement une réduction du risque de cancer du sein. Du Aviv, donc on a déjà parlé dans les précédents exposés. Non, c'est du basidoxifène 20 mg, excusez-moi. Plus, là, dans cette préparation, ce sont des conjugués équins, comme utilisé beaucoup aux États-Unis. Et dans les études, on a montré une amélioration des bouffées de chaleur, de la trophicité vulvo-vaginale, une prévention de la déminéralisation osseuse, et il n'y a pas été observé de stimulation endométriale. Et donc ça, c'est l'étude qui montre qu'il y a une augmentation de la densité osseuse avec le TISEC au niveau, que ce soit au niveau lombaire ou au niveau de la hanche. Alors, donc, dans un article qui avait été publié par le professeur Rosenberg et par d'autres collègues, donc, il s'était prononcé là-dessus. Donc, dans l'ensemble, le profil bénéfice-risque soutient le traitement hormonal chez les femmes récemment ménopausées, donc dans cette fameuse fenêtre thérapeutique en dessous de 10 ans, qui présentent des symptômes ménopausiques et qui sont âgées de moins de 60 ans, avec un faible risque de base d'effets indésirables. Juste aussi quelques cas particuliers dont Linda a déjà discuté, mais donc l'insuffisance ovarienne prématurée, il ne faut pas oublier donc ces patientes, les prématurées, donc c'est avant 40 ans et précoces avant 45 ans, qu'elles soient naturelles ou provoquées, est associée à une morbimortalité accrue. Plusieurs méta-analyses ont montré une augmentation de la morbimortalité cardiovasculaire, mais également du risque d'ostéoporose. Et donc, il faut traiter ces patientes. Le traitement hormonal est supérieur aux pilules contraceptives œstroprogestatives pour améliorer la densitométrie osseuse. Le 17-bêta-estradiol est plus protecteur sur l'os que l'éthénylestradiol ou que les conjugués équins. Il faut utiliser des doses plus fortes, plus importantes chez ces patientes, 100 à 150 microgrammes par jour de manière transdermique ou par voie orale, 2 mg du 17-bêta-estradiol. Et il est recommandé de traiter ces patientes jusqu'à l'âge médian de la ménopause d'environ 52 ans. Maintenant, c'est surtout, on a surtout des données sur la minération osseuse, mais on a peu de données sur les fractures dans les patientes qui sont en insuffisance ovarienne prématurée.
Quelques spécificités de certaines IOP. Donc, les femmes qui ont un syndrome de Turner et donc qui ont des insuffisances ovariennes très précoces, hein, dans la vingtaine, il faut proposer un traitement hormonal tout au long de la vie reproductive normale. Pour les patientes en insuffisance ovarienne prématurée et qui sont mutées BRCA ou qui ont eu un cancer du sein, par contre, le traitement hormonal est généralement contre-indiqué chez les survivantes du cancer du sein. Et chez les patientes porteuses BRCA, mais sans antécédent personnel de cancer du sein, on peut leur proposer un traitement hormonal après une chirurgie prophylactique d'annexectomie bilatérale. Juste pour repositionner par rapport aux autres traitements qui existent, mais donc le traitement hormonal de substitution a sa place dans le traitement et la prévention primaire de l'ostéoporose dans cette fenêtre thérapeutique entre 50 et 65 ans. Mais après, dans le traitement de l'ostéoporose, au-delà de cet âge-là, d'autres molécules ont leur place. En ce qui concerne la sarcopénie, il y a de nombreuses études qui ont montré une diminution de la masse musculaire après la ménopause et d'un rôle possible, très probable, des œstrogènes. Mais par contre, les données concernant l'efficacité du traitement hormonal sur le maintien de la masse musculaire ne sont pas établies. Et comme il a été cité dans la revue de la littérature, donc bien sûr, toujours insister lorsqu'on a nos patientes en consultation sur l'importance des stratégies diététiques, de la supplémentation nutritionnelle et également en calcium, vitamine D, et de maintenir un exercice physique 3 fois, minimum 3 à 4 fois par semaine. En ce qui concerne la partie sur les arthralgies, en périménopause et en postménopause, les femmes se plaignent très souvent de douleurs articulaires, en particulier les femmes qui sont traitées avec des inhibiteurs d'aromatase, qui ont des taux sériques d'œstrogène extrêmement bas. 10 à 20% des femmes interrompent leur traitement par inhibiteur d'aromatase à cause de ces arthralgies parfois très invalidantes. Dans les effets de la WHI, les femmes qui souffrent de douleurs ou de raideurs articulaires étaient plus susceptibles d'être soulagées par un traitement combiné œstroprogestatif ou par des œstrogènes seuls que par un placebo. Et il était montré qu'après 1 an d'œstrogénothérapie, la fréquence et la sévérité des douleurs articulaires étaient significativement plus faibles dans le groupe œstrogène seul que dans le groupe placebo. Cependant, la fréquence des gonflements articulaires était plus élevée dans le groupe œstrogène seul. Donc, pour conclure, l'ostéoporose est un problème de santé majeur qui affecte la moitié des femmes aux alentours de 50 ans. Il faut, et c'est ce qui est recommandé à la Belgian Menopause Society, donc identifier les facteurs de risque. Et il y a des outils en pratique clinique qui sont à disposition pour pouvoir dépister les patientes avec des facteurs de risque comme le FRAX. Et chez ces patients, dépister la densité minérale osseuse, bien sûr, toujours corriger les facteurs de risque et la supplémentation en calcium, vitamine D. Le traitement hormonal est recommandé en prévention et en traitement de l'ostéoporose chez les patientes qui sont en insuffisance ovarienne précoce et certainement pour les patientes en insuffisance ovarienne prématurée avant 40 ans et ce donc jusqu'à l'âge moyen de la ménopause, donc 51-52 ans. Il est recommandé chez les femmes qui sont à moins de 10 ans de la ménopause ou qui ont moins de 60 ans et qui souffrent d'ostéoporose basée sur la densitométrie osseuse ou d'ostéopénie et qui n'ont pas de contre-indication au traitement hormonal substitutif. Le traitement hormonal n'est pas recommandé pour les femmes de plus de 65 ans pour le traitement de l'ostéoporose ou d'autres traitements d'ostéoporose ont leur place. À l'heure actuelle, par rapport aux études qui ont été réalisées, et donc plus particulièrement dans la WHI, on utilise des doses plus faibles d'œstrogènes, avec des progestatifs et des œstrogènes au profil plus sûr, qui sont suffisants pour soulager les symptômes dans la plupart des patientes et qui ont probablement un effet d'épargne osseuse suffisant, avec un risque plus faible de thromboembolie veineuse, d'accident vasculaire cérébral et moins d'effets secondaires. En ce qui concerne les arthralgies et le traitement hormonal, il peut aider les femmes qui souffrent d'arthralgie. Par contre, en ce qui concerne les données sur la sarcopénie, les données sont insuffisantes pour recommander un traitement hormonal chez ces patientes. Voilà, et la petite photo préférée de Serge, voilà. C'est votre attention.
Merci. Donc j'invite Madame Bozier aussi à venir peut-être devant, je me permets. Et la parole est au public aux questions. D'abord, membres du jury et experts en priorité. Oui. Pour les arthralgies, est-ce qu'il y a des données sur la dose de œstrogène et l'efficacité sur les arthralgies? Vous avez des données là-dessus? Non. Moi, je n'ai pas de données. Non, par rapport au dosage exact d'œstrogène sur l'efficacité sur les arthralgies, je n'ai pas de données là-dessus. Je ne sais pas si... Je voudrais encore une précision pour les conclusions. Je suis ici. Donc dans vos conclusions, vous dites qu'il est indiqué donc dans les moins 10 ans de début de ménopause, oui, ou moins 60 ans, mais donc avec ostéoporose ou trouble vasomoteurs. Oui. Oui. Oui, oui. Donc rien que moins 10 ans, c'est pas une indication. Donc, s'il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas d'ostéoporose ou pas de trouble vasomoteur, c'est pas l'indication, même si ça fait moins de 10 ans de ménopause. Alors, s'il y a d'autres indications que, comme on en parlait, il y a, ouais. Donc moi, mon thème, c'était surtout l'ostéoporose, mais oui, il y a bien sûr d'autres indications avant 60 ans Non, je reformule ma question. Oui, désolée. S'il n'y a pas de symptômes vasomoteurs ouais, et pas d'ostéoporose, dans les 10 premières années, est-ce que c'est une indication? Si on a des symptômes... Sans symptômes. Alors, de nouveau, à discuter au cas par cas, mais c'est vrai que non, a priori, ce qui est recommandé à l'heure actuelle, c'est que s'il n'y a pas de plainte... Vas-y, Hermène, je te sens. Oui. Ik zal het misschien nog scherper zetten. Een vrouw die tenger is, een tengere vrouw, en met een moeder die zware osteoporose heeft. Dus familiale voorgeschiedenis, en zij heeft geen klachten, maar ze is heel tenger. Dan heb je toch twee factoren die... dus niet officieel, maar je voelt het aan dat daar toch... we moeten dan wachten bij die vrouwen tot als ze aan 60 jaar een botdensitometrie hebben met osteoporose. Dan moeten we zeggen, proficiat mevrouw, nu heb je officieel osteoporose en nu gaan we bifosfonaten geven. Dus want er zijn... Meet de botdensiteit dan? Dat is een indicatie om de botdensiteit te meten. Ja, zeker. Maar het RIZIF zegt, voor de 65 jaar geen, of voor de 60 jaar niet terugbetaald. Allee, gewoon maar, hè. Ja. Zwaar, hè? Het is niet, maar het is zoals de behandelingen, ze zijn niet terugbetaald, maar we geven het toch. Dus als het een risico is, dan doen we toch, bijna iedereen doet wel nog een botdensiteit bij de patiënt. Als je denkt dat er wel in mijn praktijk, ik doe het veel voor 60 jaar, wanneer ik denk dat het er een indicatie is. Dus. Heeft u een idee bij welke dosis er een bescherming, tot welke dosis er een bescherming is van bot? Ik heb een studie laten zien van 1 milligram, maar 0,5. Ja, ook, er is ook een bescherming op botdensiteit. Ja. Excuus. Misschien heb ik het antwoord gemist, maar is er een behandeling voor de gewrichtspijnen bij vrouwen met een hormoongevoelige borstkanker onder aromatase-inhibitor die geen hormonen mogen nemen? Nee. Je voulais faire un commentaire. Donc je partage tout à fait l'avis des experts. La seule chose, c'est que deux remarques. Un, les données ici, il s'agit, et vous l'avez dit, mais j'insiste quand même pour les membres du jury, de populations non à risque d'ostéoporose qui ont été étudiées. Alors que pour tous les autres traitements d'ostéoporose, que ce soit les biphosphonates, que ce soit le denosumab, que ce soit, etc., il s'agissait toujours de populations généralement plus âgées qui souffrent d'ostéoporose. Donc le critère d'inclusion était avoir de l'ostéoporose, au moins au niveau de la densité osseuse, si pas fracturaire. Et donc ici, on montre quand même un effet qui n'est pas
négligeable, qui est quand même favorable. Donc je crois que c'est important à savoir, d'une part. Ça, c'est un. Et deux, même s'il reste un doute sur et vous l'avez tous les deux experts, vous l'avez souligné, sur l'effet permanent, qu'est-ce qui se passe quand on arrête le traitement? Est-ce qu'on perd l'effet bénéfique? Ou bien au pire, est-ce qu'il y a un rebound, il y a une perte osseuse accentuée comme ça existe pour le denosumab? Ça ne semble pas être le cas ici, donc c'est quand même important, je pense, dans une charnière par rapport à l'ostéoporose et par rapport à une cyclicité dans le temps. Voilà. Et l'indication d'ostéoporose, en Belgique, effectivement, en Europe, elle ne l'est pas, aux États-Unis, elle l'est. Voilà. Oui, Dr Van Drom. Alors, c'est parce qu'Aurélien en a reparlé, mais c'est pour tous les experts. Donc, dans les insuffisances ovariennes prématurées et précoces, on traite jusqu'à 50 ans, la veille, l'anniversaire, le jour d'après. Donc, ce que je veux dire par là, c'est voilà, pourquoi on doit arrêter le traitement à 50 ans? Qu'est-ce qui justifie ça? C'est le petit doigt, le vent, le gouvernement? Je ne sais pas. Oui, mais comme pour tout, au minimum jusqu'à 52 ans, et puis après, comme pour les autres, on réévalue le risque-bénéfice de poursuivre ce traitement hormonal. Ben non, risque-bénéfice. Pour le public, oui. Marc Lermite, dans le même ordre d'idées, c'est on continue au moins jusqu'à 50-52 ans et on n'exclut pas du tout de continuer comme avec les autres patientes ménopausiques. Moi, je ne sais pas pourquoi on a cette vieille idée que chez elles, on arrêterait à 50 ou 52 ans. Alors, je voudrais attirer l'attention aussi sur un autre point. L'ostéoporose est une définition assez arbitraire. Un T-score en dessous de moins 2,5, comme si on avait du jour au lendemain le T-score qui bascule et le risque ostéoporotique qui augmente d'un coup sec. En réalité, il augmente déjà de manière non négligeable en cas d'ostéopénie. Certaines études situaient d'ailleurs le risque de fracture à T-2. Or, je voudrais quand même signaler qu'il y a beaucoup plus de fractures dans l'absolu, beaucoup plus de fractures de type ostéoporotique chez les patientes ostéopéniques. Elles sont moins à risque que les ostéoporotiques, mais dans l'absolu, il y en a beaucoup plus que chez les patientes ostéoporotiques. Elles sont beaucoup plus nombreuses. Donc, on devrait quand même considérer cas à cas, je suis d'accord, mais si les ostéopéniques ne devraient pas ou ne pourraient pas également être traités. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Oui, là-bas et puis là-bas au bout. Ik vraag mij af of er cijfers zijn van het aantal fracturen rond 50 jaar en cijfers van het aantal fracturen na 70 jaar waar de therapie dan al 20 jaar gestopt is en of er een verschil is tussen degenen die 20 jaar tevoren therapie genomen hebben of niet, met degenen die niets genomen hebben. Want daarover gaat het op lange termijn, want ik denk dat er heel weinig fracturen zijn rond 50 jaar. U hebt, als ik mag antwoorden, u hebt inderdaad gelijk. Het risico op fracturen op 50 jaar is heel laag. Het is een exponentiële curve, heel duidelijk. Maar er zijn toch cijfers in Finland namelijk, waar ze kijken, waar ze een register hebben van alle opnames van alle medicaties. En waar in Zweden ook trouwens. En waar men ziet dat patiënten die een behandeling langdurig nemen, een veel lager risico hebben op fracturen op latere leeftijd. Dus die risico's bestaan. Ja. Maar op 50 jaar is het heel laag, hè? Heel duidelijk.
Oui, encore une question. Ja, ik heb me al voorgesteld, ik herhaal een beetje de vraag van daarstraks. Als een vrouw geen vasomotorische klachten heeft en osteoporose of bijna osteoporose, osteopenie, is er dan een indicatie? Want in de combinatie van denk ik dat het een interessante indicatie is. Maar als we lezen ook weer in de literatuur, zijn tot nu toe alle aanbevelingen om vrouwen die geen vasomotorische klachten hebben en osteoporose, om die de andere klassieke behandelingen te geven, omdat je altijd een evenwicht moet maken tussen voor- en nadelen, en ook de kans op CVA en dergelijke, werden hier niet in rekening gebracht. Dus als we weten dat het voordeel op lange termijn eigenlijk zeer klein is of onbestaande, volgens het literatuuroverzicht dat we gehad hebben, waarom zou je dan het risico nemen om te gaan behandelen als er geen vasomotorische klachten zijn? En zouden we niet meer andere behandelingen moeten geven dan? Mais, oui, je comprends la question, mais dans la tranche 50-60 ans, donc toutes ces études, c'était toujours des patients plus âgés, c'est probablement protecteur au niveau ostéoporotique et au niveau d'autres choses. Donc je pense qu'il y a une indication d'une patiente, même si elle n'a pas de bouffée de chaleur, qui a un risque ostéoporotique, de donner le traitement hormonal dans cette fenêtre des 10 premières années après la ménopause. Mais, ah, c'est pas... Non, s'il y a juste de l'ostéoporose et pas de bouffée de chaleur, je pense que c'était ça. Ouais. Ah oui. Et donc moi, je pense qu'il y a une indication. Voilà. Il reste une question dans le public, et puis on va passer à l'autre sujet, si vous permettez, pour rester dans les temps. Merci beaucoup, Thibaut Richard de Charleroi. Vous avez cité le chiffre de 5 fractures évitées pour 10 000 patientes traitées. Ça fait un NNT à 2000, ça veut dire... 1000 femmes années. Femme année, d'accord. Femme année. D'accord. La toute dernière, là dans le public. Voilà. Bonjour. Dans les procédés avant, on avait dit que l'ostéodensitométrie était indiquée à 65 ans, la première densitométrie. Donc je me dis, il faut, pour juste donner la THS, juste pour l'indication de l'ostéoporose, pour détecter l'ostéoporose, il faut alors faire l'ostéodensitométrie plus tôt. Oui. Oui, mais donc c'est pour ça qu'on a les outils d'évaluation du risque fracturaire et de faire des densitométries osseuses, comme disait, à des patientes qui sont à risque d'ostéoporose avec des antécédents familiaux, des antécédents personnels de fracture ou avec un profil plus à risque. Et donc oui, même si c'est remboursé qu'à partir de 65 ans, non, selon l'évaluation du risque. Un commentaire très court sur ce sujet-là. Je pense qu'effectivement, plusieurs pays et plusieurs sociétés proposent de faire une densitométrie osseuse à un âge plus précoce s'il y a une présence de facteurs de risque. On a le même problème chez les patientes qui ont un cancer du sein. On va leur donner un inhibiteur d'aromatase et on ne peut pas leur prescrire ce médicament si elles n'ont pas d'ostéoporose. On sait qu'elles vont développer d'ostéoporose. Donc il y a un problème, je crois que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pense, et j'en profite pour faire ce lobbying, je pense qu'il faut élargir certaines indications en prévention. Et donc si vous avez quelqu'un qui a effectivement... Alors la densitométrie osseuse, elle est recommandée chez quelqu'un, elle est remboursée chez quelqu'un qui a une ménopause précoce, ou prématurée même, donc c'est tant mieux. Mais donc s'il y a effectivement, comme l'a dit Herman là tout à l'heure, des patientes qui ont des facteurs de risque prévalent d'ostéoporose, je pense que c'est du bon sens clinique de la demander à un âge plus jeune, de négocier un remboursement, Prociencia, que sais-je. Voilà. Ok, voilà, c'était le dernier mot sur ce sujet.